Donc, à nouveau, bonjour et merci de m'accueillir au nom du musée pour cette nouvelle intervention. C'est la dernière, je vous rassure. Alors, je suis désolée, il y a quelques petits changements entre les formats de mon Mac et de cet ordinateur, mais c'est très léger. Alors, je souhaiterais ici vous parler donc, de ces quelques mois de réouverture, puisque nous avons rouvert en mars 2023, et nous souhaitons revenir sur certaines des notions de transmission et de valorisation au sein d'un nouvel espace muséal. Tefare Yamanaha, comme je vous le disais, a réouvert en mars 2023 avec un parcours d'exposition permanente entièrement renouvelé, reconstruit, sur une surface de 1400 m² pour environ 520 objets exposés. Le hall d'entrée, la salle de conférence ainsi que le jardin intérieur ont également bénéficié de cette complète rénovation. Notre musée est le successeur du musée de Papeete, ouvert en 1917, et après plusieurs déménagements au sein de la capitale polynésienne, celui-ci se transforme en 1974 en Whare Yamanaha, un établissement public situé à 15 km de Papeete, sur la côte ouest de l'île à Punauia. Ouvert partiellement en 1977, puis inauguré totalement en 1979, le musée accueillera le public pendant 40 ans, plus de 40 ans, avec un parcours d'exposition qui demeure encore accessible sur notre site internet. Celui-ci reflétait des considérations curatoriales de son temps. 2 espaces étaient dédiés à l'environnement naturel et au peuplement humain des îles, avec un accent sur les campagnes archéologiques des années 60-70. S'y trouvaient aussi des outils, ornements et thèmes liés à la culture matérielle et la vie quotidienne des Polynésiens. Une 3e salle abordait les thèmes associés au sacré, au prestige, à la hiérarchie sociale et aux pratiques religieuses, avant de se concentrer sur les processus d'évangélisation et coloniaux, les évolutions économiques et sociales des XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle. La genèse du projet de rénovation prit forme au début des années 2010 et aboutit à un concours architectural en 2015. Les lauréats de ce concours étaient le studio d'architecture Pierre-Jean Picard, basé à Tahiti, et le studio de scénographie parisien Adrien Gardère. Le parcours permanent fut fermé en 2018, démoli l'année suivante, après le déménagement des collections en réserve. La phase de construction débuta alors et le musée rouvrit, encore une fois, comme je vous le disais, en mars 2023. Les enjeux principaux de cette nouvelle scénographie étaient, en deçà de pouvoir répondre aux critères internationaux de conservation et de contrôle climatique, de valoriser les 5 archipels qui composent la Polynésie française. Leurs bases culturelles communes, comme leurs spécificités, sont ainsi présentées. Le parcours, organisé en 16 zones, s'étend de la formation des îles aux premières décennies de la présence occidentale, tandis qu'une section est dédiée au reste de la Polynésie orientale et occidentale. Cette exposition permanente intègre 17 objets issus du patrimoine polynésien dispersé grâce à des prêts et dépôts du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, du British Museum et du musée d'archéologie et d'anthropologie de Cambridge. En tant que seule institution muséale de cette échelle en Polynésie française, les questions de transmission culturelle sont particulièrement importantes pour le musée. Avec des contenus et outils de médiation entièrement renouvelés, l'enjeu était de prendre en considération la richesse culturelle des 5 archipels, ainsi que la variété des publics qui seraient amenés à visiter le musée, qu'il s'agisse de résidents, polynésiens ou métropolitains, étudiants et élèves des écoles locales, visiteurs et touristes. L'une des questions principales à considérer était alors comment concilier les différents niveaux de narration et les informations transmises aux habitants de Polynésie française, ainsi qu'aux locuteurs des langues polynésiennes, tout en s'assurant qu'ils soient compréhensibles pour les visiteurs extérieurs. Afin d'appréhender certains des choix qui ont été opérés pour ce nouveau parcours, nous nous pencherons sur les principaux outils de médiation utilisés et les contenus réalisés pour les publics spécifiques. Nous aborderons également les enjeux et possibilités de ces outils de transmission et de valorisation, qui sont potentiellement évolutifs, et reviendrons sur certaines limites qui sont apparues,
notamment à la lumière de directives muséologiques ou de problématiques autour des savoir-faire immatériels ou d'éléments de contextualisation. La médiation numérique et interactive s'articule autour d'un audioguide, de vidéoprojections commentées par écrit ou à l'oral, des vidéos ainsi que des bornes numériques tactiles, j'y reviendrai. L'ensemble des contenus de médiation, soit environ 200 textes et 57 supports multimédia, ont été rédigés par l'équipe du musée. Initialement, une prestation de coordination avait été mise en place avec une intervenante extérieure avant d'être reprise en interne. Il s'agissait pour nous de trouver un discours équilibré, à la fois pour un public novice et averti, visiteurs étrangers et visiteurs locaux. Et l'importance de destiner le musée en premier lieu au public polynésien s'est par ailleurs traduite par la mise en avant systématique des langues polynésiennes dans les noms vernaculaires des objets notamment. Donc nous voici dans la première section du parcours qui est dédiée à l'environnement naturel et où se trouvent des projections animées qui servent à documenter les processus de création des îles, divers éléments géographiques ainsi que la faune et la flore. La deuxième zone est dédiée au processus de peuplement dans la région, présente une carte interactive à gauche permettant d'exposer les différentes phases migratoires avec une possibilité de mise à jour, selon l'évolution de plus en plus rapide des découvertes archéologiques. Et au centre de l'espace, que vous voyez sur la photographie de droite, une animation audio et vidéo expose un champ mythique de création du monde par le dieu Ta'aroa, qui est spécifique aux îles de la Société. Cette animation est également à visée évolutive, puisque dans le futur, d'autres mythes associés à d'autres archipels pourront y être intégrés. Les animations graphiques sont aussi utilisées dans la section autour du tatouage, avec un travail autour de dessins ethnographiques illustrant cette pratique, telle qu'observée par les Occidentaux au XVIIIe et XIXe siècle. C'est donc une animation qui s'attache à spécifier que cette création visuelle s'inspire de dessins ou estampes, révélant parfois une certaine fantaisie, subjectivité, l'incompréhension, voire le talent limité de leurs auteurs dans leur rendu. Oui, c'est vrai. Et la dernière animation vidéo, avec commentaires par l'audioguide, illustre 2 épisodes emblématiques de l'histoire des contacts avec les Occidentaux. La prophétie du prêtre Vaïta annonçant l'arrivée des premiers navires européens et l'autodafé des effigies sacrées ayant conduit à la conversion des habitants de Tahiti et Moorea. Ces scénettes, relatées à la première personne, écrites par une archéologue et historienne tahitienne, créent une rupture dans le parcours scénographique, jusqu'ici à visée ethnographique. Ces propositions visuelles permettaient une approche différente. Au travers des collections exposées, des textes associés, ainsi que ces scénettes, le musée souhaitait offrir une perspective polynésienne au discours sur la période des contacts, en appuyant sur ce qu'ils avaient modifié dans le quotidien, la vie spirituelle et matérielle. Cette animation vidéo offrait une approche plus personnelle d'une vision de ces événements dictée par une voix polynésienne, celle de notre collègue régisseur Tama Pea, qui est très apprécié d'ailleurs. Il a une voix qui plaît beaucoup dans l'audioguide. Donc, 2 courtes vidéos d'animation ont également été conçues en partenariat avec Lucid Dream. Et 3 sujets sont ainsi traités, la navigation, le tapa et le tatouage. Un autre type de système interactif a été utilisé au travers d'une série de bornes numériques tactiles que nous appelons les feuilletoirs. Chaque borne a été placée pour chaque archipel, ainsi qu'une pour la faune et la flore, la zone polynésienne, les thèmes musique, danse, jeux et sports, et la période des contacts avec les Occidentaux. Ces outils permettent le développement de différents niveaux de narration documentaire, à la fois visuels et écrits. Ils sont appréciés par le public et plutôt esthétiquement plaisants. Un travail significatif a été opéré pour compiler leur contenu avec une documentation visuelle abondante, comprenant photographies anciennes ou récentes, dessins ou estampes ethnographiques.
Et ils permettent notamment de montrer au public des collections qui ne sont pas conservées en Polynésie française, mais ailleurs dans le monde. Pardon. 6 mois après l'ouverture du musée, il ne nous est pas encore complètement possible de présenter une analyse pointue des publics, mais nous pouvons partager ici quelques réactions exprimées par les visiteurs sur le livre d'or, dans les discussions ou par courriel. Dans les points positifs d'abord, la beauté de l'ensemble architectural, externe et interne, est souvent soulignée. La mise en valeur des objets l'est également, ainsi que les explications et la contextualisation des collections au travers de la documentation écrite. On apprécie aussi beaucoup l'audio-guide et notamment la qualité de la version en tahitien. Dans les points négatifs, il est souligné le manque de visibilité des textes sur les cartels qui sont considérés comme placés trop bas dans la scénographie ou parfois écrits trop petits. Donc nous avons déjà réalisé une réimpression plus grande d'une grande partie de ces cartels. Mais dans les critiques, l'on considère aussi qu'il y a beaucoup moins de collections visibles exposées puisque nous sommes passés dans l'ancienne scénographie de 970 objets à aujourd'hui 520. Donc certains considèrent que les espaces parfois sont un petit peu vides. On critique aussi le fait qu'il ne s'agisse pas d'un musée pour les enfants. On critique, et ça c'est un petit peu contradictoire avec les éléments précédents, mais la densité du parcours et des informations, en tout cas face au manque d'espace de repos ou de bancs. On note et critique le fait qu'il y ait moins de données sur l'environnement naturel par rapport à l'ancienne salle d'exposition. Et d'autres n'apprécient pas l'architecture extérieure. Enfin, certains soulignent qu'il fait très froid dans la salle, mais ça, on ne peut rien y faire, c'est fait exprès. Cela dit, on peut noter que les critiques proviennent souvent de personnes qui sont plutôt nostalgiques de l'ancienne institution, enfin en tout cas de sa salle d'exposition, et qui ont été notamment impliquées dans la création de cette ancienne salle. Donc c'est intéressant, c'est difficile. Voilà. L'une des appréhensions de notre équipe était que le nouveau musée soit boudé par le public polynésien qui auparavant se déplaçait très peu dans la salle d'exposition permanente. Force est de constater que ce n'est pas le cas et que les retours ont été, du moins à notre connaissance, plutôt enthousiastes, que ce soit de la part des jeunes publics, des étudiants, mais aussi des classes d'âge de 30 à 60 ans. Donc il restera à observer la fréquentation sur le plus long terme, lorsque l'effet de nouveauté sera dissipé. Depuis la réouverture, la fréquentation des publics scolaires s'est intensifiée et il a d'ailleurs été décidé de leur dédier les journées du mardi. Sur les premiers 6 mois d'ouverture, on dénombre un total de près de 26 500 visiteurs, dépassant largement la fréquentation de l'ancien parcours permanent. Près de la moitié des visiteurs sont des adultes et enfants et scolaires représentent chacun 20% de ce nombre. Les étudiants, qui bénéficient également de la gratuité d'entrée, représentent un peu moins de 10% des visiteurs. Et enfin, les visites guidées bimensuelles, voire hebdomadaires au cours de l'hiver austral, ont comptabilisé près de 400 visiteurs sur ces premiers 6 mois. Ces questions se prolongent dans les espaces extérieurs, à l'instar du jardin ethnobotanique, où la transmission s'illustre au travers de collaborations avec des associations culturelles et pédagogiques. La visite se poursuit donc par celle des jardins, qui sont divisés en 2 zones. D'abord, le jardin d'Atea, qui se situe dans le patio et qui regroupe plus d'une centaine d'espèces de plantes basses, indigènes et d'introduction ancienne et moderne, qui sont considérées comme utiles, puisque liées à l'alimentation, la médecine, l'artisanat ou encore si elles sont ornementales. Nous y cultivons notamment des mûriers à papier, l'un des libères les plus appréciés pour la confection du tapa et qui peut être prélevé ponctuellement dans le cadre d'événements culturels. Le parc ethnobotanique, qui existe depuis la création du musée et qui a été plusieurs fois rénové, est planté de divers arbres d'espèces devenues rarissimes sur le littoral urbanisé de l'île. Il est ouvert sur la passe de Nurua et le chenal entre les îles de Tahiti et Moorea, et c'est un site d'observation des cétacés qui accueille parfois des groupes scolaires, notamment avec l'association Mata Tohora. L'ensemble forme un espace arboré de 4 hectares
et c'est l'un des rares refuges subsistants en zone urbaine pour les oiseaux marins et terrestres. Alors pour finir, voici quelques interrogations ou commentaires qui sont liés aux questions que nous nous posons, notamment pour le renouvellement de notre plan scientifique et culturel, et puis pour essayer de continuer à nous améliorer. Donc tout d'abord, c'est la préservation et la promotion des langues polynésiennes qui demeurent au cœur des projets culturels des établissements culturels polynésiens. Et à la demande du nouveau gouvernement, nous avons réédité les textes en salle, c'est en cours de programmation, avec la traduction en langue tahitienne. Le tahitien était présent, mais dans la version audio. Donc il sera à présent affiché dans les textes écrits. Nous poursuivons par ailleurs nos collaborations avec les académies des langues polynésiennes afin d'envisager l'évolution des dispositifs multimédia permettant de mettre en valeur ces langues qui sont parfois aujourd'hui en péril. Une première série d'outils pédagogiques a été conçue avec la représentante de l'éducation artistique et culturelle à la DG2E, Mihimana Rota, pour les visites scolaires. C'est un aspect qui est appelé à évoluer dans les prochaines années. Il nous faudra par ailleurs développer des outils spécifiques destinés aux enfants, avec peut-être des visites guidées, davantage de visites guidées spécifiques, par tranche d'âge peut-être, ou encore des reproductions tactiles. Il nous faut aussi penser à remettre en place les visites du jardin ethnobotanique, qui plaisaient beaucoup. Et enfin, un parcours adapté aux publics empêchés, et notamment malvoyants, doit être pensé avec l'aide de spécialistes. Donc, en espérant vous y recevoir bientôt, je vous remercie de votre attention. Maururu, Marine, ça donne tellement envie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout le monde a faim? Ah si, quand même. Chanel. Est-ce qu'il y a un micro dans... C'est peut-être là. Non, mais... C'est pour moi. J'ajoute que Tamara et Myriama... Voilà, merci. Merci Marine. J'ai plusieurs petites questions, mais bon, tu pourras répondre si tu veux. Ma première, c'est, tu parlais de votre déménagement avant. Est-ce que vous avez externalisé vos réserves? Ok. Après, pour le PSC, est-ce que, parce que là, il y a 5 archipels à représenter, est-ce que vous avez travaillé avec les autochtones justement pour le rédiger? Ou voilà. Allô? Est-ce que Tamara ou Myriama, vous souhaitez répondre à cette question? Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Alors, je vais répondre à la première question parce que la deuxième, je n'ai absolument pas entendu. Bon, je commence par la première question. Le déménagement, vous avez évoqué le déménagement des collections, c'est ça? De l'ancienne salle permanente? Oui. D'accord. On n'a pas externalisé les réserves. Ces objets sont allés dans la réserve du musée, en fait. Voilà, et il a fallu effectivement adapter et faire un certain nombre d'aménagements. Et au préalable, des réaménagements internes de la réserve, quelques déplacements d'objets, voilà, pour que tout puisse rentrer. Alors, voilà. Et la deuxième question, par contre, je suis désolée, j'ai pas compris. C'était sur le plan scientifique et culturel et la représentation de nos 5 archipels dans ces considérations et savoir si nous allions travailler de pair avec des représentants de chacun de ces archipels pour ce PSC. Oui, en fait, surtout, on avait un comité scientifique qui nous a aidés parfois pour la rédaction et surtout pour les relectures. Et on l'a fait quand même assez en amont. Ce qui fait que, notamment, on s'est rapproché. Bon, il y avait des experts, par exemple pour les marquises, un expert, des archéologues non marquisiens, mais il y avait également un anthropologue marquisien, Edgar Tetahiutupa. Ensuite, on a travaillé avec les académies, ouais, avec les académies des langues, des différentes langues. Et lorsqu'il n'y a pas d'académie, parce qu'il y a l'académie des langues Pomotu, par exemple pour l'archipel des Tuamotu. Donc là, ils nous ont beaucoup aidés. On a fait des reformulations. Voilà, ils nous ont aidés notamment pour l'utilisation des termes vernaculaires.
parce que voilà, certains termes anciens ou des choses qui sont répétées au travers des publications depuis le début XXe siècle et en fait qui voilà, adapter un petit peu le discours, c'est en disant voilà la ceinture de chef. Aujourd'hui, attention, dans le langage courant, ça veut dire le string. Donc voilà, c'est pour que les gens ne se moquent pas de vous. Donc on a fait quelques adaptations. L'académie marquisienne, Marine, il me semble aussi, ils ont un peu participé. L'académie tahitienne, non, pas forcément, mais bon, on avait quand même des bons locuteurs et puis on va dire que l'équipe est tahitienne, hein, donc voilà. Et puis pour les Australes, une personne, même si qui fait partie de l'académie tahitienne, mais qui est locutrice des langues australes et voilà, etc. Merci Tamara. Alors, dans la continuité des propos de Tamara, qui est la conservatrice, nous avons donc travaillé avec des personnes ressources des académies ou d'autres instances culturelles, plus ou moins formelles. Et c'est ce qui va, j'imagine, être développé à nouveau pour le programme scientifique et culturel, bien entendu. Voilà. On a eu une autre question de Valérie Vattier, directrice du Musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui rejoint bien sûr les préoccupations du musée maritime. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un choix au niveau des outils de médiation culturelle de beaucoup de numérique. Et ma question est très pratique pour l'avoir vécu plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un service de maintenance en dehors du coût? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dégradation rapide? Alors je vois que le musée est assez jeune, mais est-ce que vous avez un service de maintenance et les moyens aussi pour assurer cette maintenance qui est encore peut-être plus comment dire, problématique à partir du moment où on est dans un milieu insulaire et que tout n'est pas à disposition rapidement. J'ose à peine me tourner vers Sébastien qui sait de quoi je parle. Pas Sébastien, pardon, Pascal qui sait de quoi je parle. Merci. Est-ce que Myriama est là? Tamara? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Par contre, je suis désolée, je n'ai absolument pas entendu la question. Enfin, ça lag en fait. Ouais. Donc, Marine, si tu veux que je réponde, il faut que tu me reformules la question. Oui. Alors mais bonjour à tous. C'est à propos de la maintenance de tous ces outils numériques que nous avons utilisés et spécifiquement en étant si isolés. Enfin, parfois pas du tout, mais en tout cas isolés géographiquement, loin peut-être des sources de maintenance ou des ressources de produits qui pourraient aider à la maintenance de ces outils numériques, tu vois, tous ces feuilletoirs, etc. Est-ce qu'on a quel est le plan pour gérer ça et est-ce qu'on a les moyens d'assurer voilà, c'est Valérie qui est donc directrice du musée de la mer maritime, pardon, à Nouméa et qui s'inquiète de ces considérations à juste titre. Alors, je suis désolée, hein, Marine, j'ai bien entendu qu'il s'agit des outils numériques, mais j'ai pas compris la problématique en fait. On vous entend assez mal. Comment on va faire pour la maintenance et les sous pour les outils numériques? Marine, on n'entend pas. Ouais. C'est en effet une très bonne question. Et c'est vrai que ça a été au cœur de nos préoccupations parce qu'évidemment, tout ça, il va falloir l'entretenir. Hein, ça pose des questions en termes de fonctionnement. Donc, on a aussi, notamment dans le choix des écrans tactiles, essayer de faire le choix des matériaux les plus solides possibles. C'est bien ça la question, hein, Marine, hein? Oui. Oui, d'accord. Et de la même façon, pour le système d'audio guide, on nous a proposé énormément de systèmes différents, dont certains étaient peut-être plus faciles d'accès ou faciles d'usage pour les publics, mais également beaucoup plus fragiles. Donc, sur certains points, on a évidemment fait à la fois le choix de la solidité et de la facilité d'usage. Et puis, sur la plupart de ces dispositifs, en fait, on a acheté du matériel de rechange. Par exemple, on a un écran tactile de rechange au cas où il y en a un qui tombe en panne. Et de la même façon, sur les audioguides, par exemple, on a évalué le taux de renouvellement nécessaire à 20%. Donc, on a un stock
de matériel voilà, qui peut être disponible. Mais de toute façon, au-delà de l'audio guide, c'est sûr que la question du matériel, quand on est aussi éloigné, elle est centrale. Hein. Elle se pose de façon encore plus importante pour tous les équipements techniques. Je pense à la climatisation, par exemple, ou à tout ce qui est lié aux alarmes, enfin voilà, tout ce qui est vraiment spécifique à nos établissements, qui font que la moindre panne doit être anticipée et réfléchie en fonction de ce qu'on décide d'utiliser comme matériel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, que c'était bien ça. Merci Myriam. Après, le public est excessivement ravi de ces interactions digitales et tactiles. On a vraiment des retours positifs de toutes les tranches d'âge. Donc ça, c'est bon, un plus. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors, bonjour à toute l'équipe de Tahiti. Donc ici, Petelo Tulalo, Centre culturel Chibao, mais également trésorier de l'Association des musées de Nouvelle-Calédonie. Alors, 2 questions, je vais essayer de faire très court. Combien êtes-vous au sein de l'établissement? Parce que là, évidemment, ici, ce matin, c'est un défi que nous comprenons tous. C'est effectivement, on comprend ces interrogations et ce défi colossal. Et bravo, nous avons pensé à vous au mois de mars. Je fais de la pub pour mon association. Nous avons eu notre assemblée générale de la MEP en début d'année, au moment où vous ouvriez vos locaux. On a beaucoup pensé à vous et nous espérons maintenir ce lien avec vous, notamment à l'occasion en fait de la Museum Week en 2024. Et l'idée, c'est de reconnecter avec votre établissement et de partager à la fois votre programmation, nos connaissances, et puis de faire des ponts, notamment avec ce qui a été dit hier en fin de journée avec votre projet sur le tressage avec le musée du Quai Branly, et notamment les questions qui ont été posées hier après-midi. Alors, il y avait une question là, on est combien? Voilà, combien êtes-vous au sein de votre équipe? Alors, voilà. tu veux que je réponde, Marine? Oui, alors on est une toute petite équipe, le musée, en tout c'est 21 personnes, mais 13 qui sont en fait du personnel technique, donc les gardiens, les femmes de service, donc je vous laisse faire le compte, hein, ça fait une équipe très très réduite. Et pour ce qui concerne le pôle scientifique, ils sont 3. Donc voilà, on est une équipe très très réduite. 3, 2 et demi, on va dire, Marine. Je vois de loin. Non, en ce moment, en ce moment, on est 3. En ce moment, vous êtes 3. Un collègue voilà. qui est à mi-temps, donc voilà. Donc 3 personnes, ça fait très peu, mais bon, voilà, une équipe très motivée.